Salut les geeks et salut les geekettes, bienvenue dans ce nouveau numéro de 5% qui s'annonce exceptionnel. Alors bon, par son sommaire déjà, puisque nous retrouverons notre chan, le reportage sur Conduite 2, la Minute du Geek, un auto en direct du Japon encore, et aussi parce que j'ai une petite surprise pour vous. En zappant, je suis tombé sur un concept génial qui va tout révolutionner, j'avais jamais vu ça, je l'ai réadapté à la sauce geek, et puis bon, comme j'ai pas de budget pub, j'ai un sponsor qui est une grande chaîne de supermarchés du bricolage. J'ai pas les moyens non plus d'inviter plein de gens connus. Alors bon, ça va aller quand même beaucoup plus vite. Et tout de suite après les news, vous allez retrouver Benoît et les Inclouables. Amaya Daisuke, le créateur indépendant de Cave Story, n'aurait sans doute pas imaginé un parcours aussi royal pour son jeu. Après un tour sur PSP et WiiWare, le voilà annoncé sur 3DS. Une consécration pour ce titre excellent dont nous vous avions récemment parlé dans la critique Wii. Et c'est Pixel qui se charge de le développer. Le développeur vient de diffuser ce teaser humoristique en attendant les images in-game. Cette version de poche se verra refaire une beauté avec des graphismes retravaillés et on imagine des spécificités propres à la 3DS. Pour l'instant, aucune date de sortie n'a été communiquée. La célèbre licence Transformers poursuit sa route sur console avec Transformers Dark of the Moon. High Moon Studio aiguise notre appétit avec ce petit teaser. Le développeur introduit le Stealth Force vous permettant de vous transformer en une troisième forme. Dark of the Moon vous envoie dans un scénario original où l'on découvre l'ultime affrontement entre Autobots et Decepticons, mais il faudra également compter sur une nouvelle force, les Shockwave. À l'instar de Tron Evolution, Transformers Dark of the Moon servira de prologue au prochain film. On vous emmènera dans des environnements uniques, tels que la Sibérie, les forêts d'Amérique du Sud ou dans des paysages urbains d'Amérique du Nord. Alors si vous avez à cœur de sauver l'humanité, le rendez-vous est à prendre au 3e trimestre sur console de salon et portable. Le film, lui, sort en salle le 29 juin 2011. Amis de la finesse, bonjour! Activision et Feld Motorsports nous dévoilent Monster Jam Path of Destruction dans cette bande-annonce. Sorti l'année dernière aux US, Monster Jam mettra sur pattes ses colosses de fer dans l'univers du stadium américain. 28 Monster Trucks seront disponibles, mais il sera aussi possible de créer son propre engin. Spectaculaire mais misant avant tout sur le réalisme, Feld Motorsports et Activision ont voulu retranscrire ces spectacles, du hurlement des moteurs à l'ambiance de ce show si populaire outre-Atlantique. Pour l'occasion, 8 stades ont été fidèlement retranscrits. Un volant spécialement dédié au jeu est prévu sur Wii et PS3. Il sera disponible pour environ 35 € et contiendra son lot d'autocollants. Monster Jam sortira le 18 mars sur console de salon et portable. Après moult rumeurs, Sony Ericsson a finalement présenté le Xperia Play. Résolument orienté vers le jeu, le téléphone joue tout de même sur les plates-bandes d'Apple. Question ergonomie, l'Xperia bénéficiera d'un clavier coulissant, où l'on retrouve la croix et les célèbres boutons PlayStation. Les amateurs du tactile pourront quant à eux jouer via un pad prévu à cet effet. Mais Sony tire clairement son épingle du jeu grâce au PlayStation Network et des jeux disponibles sur le support dématérialisé. EA, Gameloft ou Namco Bandai ont déjà répondu présent à l'appel, et 50 jeux sont annoncés à la sortie de l'engin. A noter que les possesseurs de produits issus du PSN devront racheter ces derniers s'ils veulent en bénéficier sur ce nouvel appareil. Aucun prix n'a encore été officialisé alors même que le Xperia Play sort courant mars. Bonjour Cyril. Bonjour Benoît. Bienvenue dans mon émission Benoît et les Inclouables. Alors veux-tu rapidement que je t'explique le concept? Je veux bien. Alors, j'ai un marteau, j'ai un clou, Tu me fais peur. je te pose une question, Ok. et si tu réponds pas, je te cloue au mur. Ok, ça m'a l'air vachement bien. Heureusement, tu as toute la durée de No Chan pour réfléchir à la question que je vais te poser. J'ai bien Alors, fait de venir. Cyril, sais-tu d'où vient l'expression epic fail? Ah, je suis mal barré. Vous aussi réfléchissez. Salut les otaques. Alors cette semaine, on est un peu débordé à No Life, donc pas de No-Chan, on se retrouve dans une semaine. Quoi, hein? C'est abusé? Bon, ok, attendez, je vais vous trouver de la bonne news. Après une série télé qui date de 97, un nouveau grand projet s'esquisse pour le magnum opus de Miura Kentaro, Berserk. Après tout, peut-être que l'auteur n'a pas passé son temps à jouer à Idolmaster ces derniers temps. Encore peu d'infos à ce sujet, mais normalement un long métrage d'animation puis une série télévisée devrait permettre d'adapter l'intégralité de ce manga de Dark Fantasy à l'écran. Enfin, presque tout, vu que l'histoire n'est pas encore finie au Japon. La publication, on est actuellement au tome 35, alors vous savez...
Ah, la 3D relief, le grand cheval de bataille technologique de ces derniers temps. Mais il ne faudrait pas croire un peu trop vite que la 3D stéréoscopique, celle qui nous oblige à porter des énormes verres polarisants fort peu saillants, a gagné la guerre. Certains se souviendront peut-être de cette vidéo où un chercheur nous montre comment faire du head tracking grâce à une Wiimote. Pas mal, non? Ça marche bien, non? On vous rassure, le monsieur a depuis décroché un poste chez Microsoft. Comme autre alternative aux lunettes, il y a l'autostéréoscopie à barrière de parallaxe, la technologie pour laquelle Nintendo a opté pour sa 3DS. Pas de lunettes, mais l'obligation de rester bien dans l'axe pour profiter de l'effet. Mais pendant ce temps, certains Français essaient des méthodes plus surprenantes. Everybody knows about the traditional 3D cinema where you have glasses and the glasses are closing and opening at a very fast frequency so that your eyes is looking at one image and the other. So I'm gonna sync the eyelid to the monitor. Go for the movie. So here I see I totally see a shape that feels really real. I could even touch it. Ah, on me signale dans l'oreillette que this is maybe a big fake. Pardon. Et d'autres plus pragmatiques se demandent pourquoi se compliquer la vie et proposent un effet sympa grâce à 3 petits miroirs qui se clipent facilement sur votre smartphone favori. De toute façon, quand tout le monde aura des cyberimplants, au moins ce sera plus simple. Et enfin, un autre moyen de voir des formes en 3D, là où il n'y en a pas, c'est la bière. Mais pas n'importe laquelle. Oui, la bière d'œuf des Simpsons est enfin disponible en France. D'après le site du distributeur, il s'agit d'une bière blonde légèrement fruitée. En fait, c'est à la base une brasserie allemande qui a déposé le nom d'œuf à l'arrache, sans même demander l'autorisation à la Fox ou au créateur Matt Groening. Mais comme ces derniers sont assez cool, ils ont dit qu'ils laisseraient faire tant que les mecs ne mettent pas les persos des Simpsons sur les étiquettes. Je précise bien sûr que ceci n'est pas une incitation à la consommation d'alcool, mais bien une news geek. Buvez avec modération les attaques. À la semaine prochaine. Les oreilles, le pied, les orteils? Alors bon, Epic Fail, moi je pense à l'anglais, Epic c'est Epic, et Fail c'est failure, c'est un total ratage quoi, c'est pas bien. Pour moi c'est un mème qui est apparu sur 4chan principalement, donc c'est des gens qui faisaient des photos avec marqué Fail et Epic Fail, c'est avec une phrase qui disait quand tu ratais quelque chose, you're a total failure et tu dois mourir parce que sinon il y a tellement de fails dans le monde que le monde va disparaître. Et voilà, donc Epic Fail après c'est resté un petit peu dans le langage internet pour dire que c'était complètement foiré ce que quelqu'un avait fait, donc il y a pas mal de photos. Moi une photo que j'aime bien d'ailleurs de l'Epic Fail, c'est le chalutier qui arrive au port et qui avec plein de containers et qui a complètement basculé avec les containers qui se sont dévidés sur le quai, avec marqué votre chargement de fail est arrivé. J'aime bien cette photo. Voilà. Bon, à mon avis, c'est juste un mème qui a été lancé comme ça sur les BBS. Bon, d'accord. C'est vrai que moi j'avais une autre explication, mais bien argumentée. Et tant pis, on gardera le clou pour la prochaine question. Hein. Tant pis. Et tout de suite, on n'a qu'à regarder le reportage de Conduite 2. Goodbye, Mr. Ford. As long as Adams is still alive, he's a threat. Reporté à plusieurs reprises, notamment à cause d'une réduction de personnel au sein des équipes de High Voltage, Conduite 2 semble s'être enfin fixé sur la date du 22 avril. Suite du premier épisode baptisé The Conduite et également sorti sur Wii, Conduite 2 semble porter un peu plus d'attention à sa trame, comme nous l'explique le directeur créatif Eric Nofsinger. We had some wonderful writers come on board. We had Matt Forbeck, who is a novelist. He wrote quite a few science fiction and fantasy novels. And Jason Blair, who worked on Borderlands and Prey. Having these guys come on board really helped enrich our storyline
our storytelling, the narrative throughout. Our dialogue is much improved, and how it's integrated into the gameplay is much better. The main character you play is Michael Ford, who's the protagonist. He's a Secret Service agent that is chasing after John Adams. John Adams is a historical figure in the U.S. And apparently it turns out he's an alien. He's been pulling the strings of the United States government for hundreds of years. And at the beginning of the game, you follow him through this portal, this conduit, through locations unknown. You're not sure where you are at first, but it turns out you're on an oil derrick in the middle of the Bermuda Triangle. And from there, you go to the lost city of Atlantis, which becomes your hub. You get to go to all these great locations throughout the world. You get to go to China, Siberia, Agartha. You get to go to London and all these interesting, diverse locations worldwide. Conduite 2 appartient donc au genre FPS et met évidemment à contribution les fonctionnalités de la Wii. Un choix de support pour High Voltage qui n'a certainement pas été facile, compte tenu de la concurrence plutôt rude dans ce domaine, notamment sur les deux principales consoles HD. Well, it's very challenging. The Wii in general is hard because it's not always thought of as a system for first-person shooters. Thankfully, our game came out in June of 2009. Some other games have come out that have been good, like GoldenEye and Black Ops, both good games. We feel it's challenging in the Wii sometimes on the Wii hardware, not only from a perspective of developing for games, because many times the audience is perceived as a different type of gamer. We think that that's maybe not accurate, that there are many people that would be willing to try a first-person shooter that have never played one before, and there are many people that have a Wii that they just don't have enough really good quality products to want to play on it. There's mainly dance games or fitness games and these kind of games, and those are good. The Wii is the first game system my mom owns, and it's wonderful that it's opened up this new type of gaming to new gamers, but that's not so much for me, it's not so much for a lot of my friends who have Wiis but don't have a lot to play to play on it. This year there's not a lot coming out. Zelda, obviously lots of people will get that, it's really good. I hope people will get the Conduit too. Other than that, there's not too much that I'm looking forward to. I hope there's big announcements at E3 because I want more games, and I think that the system and the people that own the system deserve it. Comme tout FPS qui se respecte, Conduite 2 bénéficie d'un aspect multijoueur qui permettra à 12 personnes de s'affronter en ligne. Mais le jeu possède également un mode offline qui n'est pas dénué d'intérêt. As well as that online experience with many different modes, we also offer an offline experience, single system, split screen, to play with either in multiplayer matches, or you can play with the up to 3 other friends for 4 total players for an invasion mode, which is similar to like Horde mode in Gears of War. Arcadey, wave after wave of enemies, and you earn coins, you earn credits that then you can apply, like other achievements in the game. You can apply that to unlock new weapons, unlock new armament, perks, these modifiers to your player character to be able to do things better, do more damage with certain types of weapons, or be more stealthy, or be able to run without getting tired. And lots of these neat modifiers in combinations make for some really unique and diverse, deep gameplay elements. Les différentes armes et autres gadgets de Conduite 2 ont été l'objet d'une attention toute particulière. Un exotisme et une originalité dans les armes que l'on ne trouve effectivement pas dans tous les FPS et qui semble susciter pas mal d'enthousiasme auprès de l'équipe créative. We're really excited about the alien weapons, and we feel like that's something that sets us apart from shooters, not just on the Wii, but shooters in general. We have alien weaponry that do things, that have unique features, like there's the phase rifle that allows you to fire through walls, and you dial it in, you can see the silhouette of characters through walls, and then it's a single shot kill.
for multiplayer, they see a little icon, they know somebody's targeting on them, but they don't know where it's coming from, so they have to kind of scramble out of the way quickly. It's a lot of fun. There's a device like the GS device, which is sort of like the movie District 9, where it collects up like a shield in front of the player, all of the bullets and grenades and rockets and anything, and you can collect them all up and then fire them back at the enemies that are firing at you. So it's again a very different style of gameplay. We have more alien type weapons like the hive cannon that is this big alien carapace, and you shove your hand inside of it and it squeals and makes all kinds of noise. And when you aim at an enemy, it fires these insects out at your enemies. Well, what's neat about that is it has a secondary fire mode where you can launch this sticky glob at and it has pheromones on it. I'm getting so excited. I'm so excited. I destroyed your mic. Did I wreck it? It's a mega. Good stuff. I like the. Yeah, I'm into it. I love this. Yes, it's good. Un enthousiasme communicatif donc, que l'on espère ressentir une nouvelle fois lors de la sortie du jeu le 22 avril prochain sur Wii. Alors, invité suivant, Alex Pilot. Bienvenue Alex. T'as grandi, Benoît. Oui, n'est-ce pas, t'as trouvé hein. Bonsoir à tous. Hop, soyons raccords. Donc, Alex, tu connais le principe de l'émission. Hein, je pose une question. Et si je trouve pas, tu me cloues. Ouais, c'est bien ça. Et donc, le principe, c'est de ne pas clouer son animateur ou son directeur artistique. Alors vas-y, donne-moi la question et okay, je pense que j'aurai pendant le temps la minute du geek pour réfléchir. Ok. Alors, Alex, est-ce que tu sais d'où ça vient l'habitude de crier la roue pendant le cosplay? Ouais, je sais. Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! On a déjà longuement parlé de Star Trek dans la Minute du Geek, mais il existe une autre série télé qui a eu un impact au moins aussi grand, si ce n'est supérieur, sur la science-fiction. Il s'agit de la série britannique Doctor Who. Doctor Who a été créé par Sydney Newman, Donald Wilson et Cecil Weber au sein de la BBC. La diffusion de Doctor Who a commencé en 1963 et s'est poursuivie jusqu'en 1989, totalisant 26 saisons. Le Docteur a ensuite pris quelques vacances, ne réapparaissant brièvement qu'en 1996, le temps d'un téléfilm. Puis la série fut relancée en 2005, cette nouvelle incarnation ayant permis à un tout nouveau public de découvrir la série, qui jusque-là restait méconnue en France. Merci Internet et les DVD. A noter que les épisodes produits à partir de 2005 ne sont pas un reboot, mais bien la suite des anciennes aventures spatio-temporelles du Docteur. C'est l'une des particularités de la série. Il s'agit de la plus longue série de science-fiction jamais produite. En comptant les dernières saisons, on en est à pas moins de 33 saisons et 770 épisodes. Sans oublier les spin-offs comme Torchwood, une série dont le nom est un anagramme de Doctor Who au passage, The Sarah Jane Adventures ou K9. La série raconte les tribulations à travers différentes époques du Docteur, le dernier seigneur du temps de la planète Gallifrey. Le Docteur voyage à travers l'espace-temps à l'aide d'un appareil appelé le Time and Relative Dimensions in Space, ou TARDIS, qui prend l'apparence d'une cabine de téléphone bleue. Il combat diverses menaces comme son ennemi juré, le Maître, ou bien encore les Daleks qui cherchent à éradiquer toutes les autres formes de vie. En général, le Docteur est accompagné par un ou plusieurs compagnons, en général des femmes. La grande trouvaille de Doctor Who, c'est que l'apparence humaine du Docteur n'est qu'une enveloppe. Lorsque cette enveloppe est détruite, le Docteur peut se régénérer dans un nouveau corps. C'est ainsi que se justifie l'existence de 11 Docteurs différents, interprétés par divers acteurs, à commencer par William Hartnell, Tom Baker, Sylvester McCoy et plus récemment Christopher Eccleston, David Tennant et le dernier Docteur en date, Matt Smith. Toutefois, une limite existe. Il est dit qu'un Seigneur du Temps ne peut se régénérer que 12 fois, pour un total de 13 incarnations. Est-ce le signe que la saga Doctor Who s'approche de sa conclusion? Sautons dans le TARDIS et allons vérifier ça dans le futur. Alors Alex, tu as bien réfléchi? Oui, mais je savais déjà en fait. Ah, oui, je suis tombé sur la question. En fait, j'étais là à la création de la roue. C'est un peu, c'est un peu faire trop d'honneur en fait à cette espèce de mème des conventions, on va dire, parce qu'il faut savoir que c'est beauf quand même. C'est un truc de beauf. Il faut pas crier la roue, hein.
Voilà. Mais d'où ça vient en fait En fait, à Cartoonist, c'est la première convention qui a fait des défilés de cosplay sur scène. Avant, il y avait quelques cosplays comme ça à BDexpo, mais il n'y avait pas de défilé. Et pendant quelques années, il y a eu un cosplayer qui s'appelait Maniac, qui venait avec un costume de Ryuki. Et tout le monde disait le lapin, le lapin. C'est comme dans la pub pour un truc qu'on dira pas. Et tout d'un coup, en un an, le lapin a complètement disparu, c'est devenu Larou Larou. Pourquoi ? Parce qu'il y a Lena, une cosplayeuse, qui a fait donc une rondade. J'ai bien retenu l'explication d'un costume player. Avant, je disais une roue, mais elle a fait un mouvement de gymnastique qui n'est pas une roue en fait, qui est une espèce de cabriole, qui s'appelle une rondade. Et elle était costumée en Nadia. Donc évidemment, dès qu'elle fait des cabrioles, voilà, tu vois, les vêtements volent un peu. Et les spectateurs qui étaient là étaient tellement contents qu'ils gueulaient la roue, la roue, la roue, comme des gros beaufs quoi. Voilà. Ah, ouais. Et donc du coup maintenant, quand des cosplayers voient des filles en jupe, ils sont là, la roue, comme des cons. Voilà. Non, vous êtes vraiment cons de faire ça, sérieux quoi. Alors que c'est une rondade, effectivement, oui. C'est une rondade. Est-ce que tu me cloues ? Bah non, je peux pas te clouer non plus, Alex. Je suis désolé. Le clou. De toute façon, on va appeler quelqu'un d'autre. J'ai mal au un pré-auto. Ok. Bonsoir à tous et bienvenue en auto. Ce soir nous sommes à Shibuya dans un bar qui s'appelle l'Alcatraz et c'est une sorte de prison, hôpital psychiatrique, en fait je ne sais pas trop, mais c'est assez flippant. Il y a des infirmières sexy, il y a des monstres et puis on peut boire des boissons dans des tubes à essai ou dans des biberons, c'est très très sympathique. On vous montrera ça un petit peu dans l'interlude, enfin ce que j'aurais réussi à filmer. Et dans l'émission sinon vous aurez le pick-up, un My Boom extraordinaire et les releases. On commence les releases avec l'album Nude de Detroit 7 qui va enfin sortir dans notre beau pays où il s'est tellement donné en live. Si rien n'a changé, il devrait sortir le 18 février. Le 24 février, c'est Pinky Doodle Poodle qui devrait sortir un mini-album intitulé Live in Tokyo. Vous comprendrez vite à son nom que c'est du live et dedans vous pourrez profiter de 6 titres dont 1, 2, 3, Go. Le même jour sortira Artifice, le nouveau mini-album de Fujimura Ryo. On le connaissait surtout pour être le leader du groupe Acid Flavor. Il s'est ensuite lancé en solo, le revoici 2 ans plus tard avec un nouveau CD comportant 4 pistes où il chante en anglais et en japonais. Ensuite en mars sortira le premier album sous le label Ganshin du groupe D, Saga Vampire. Il contiendra 14 titres dont Akaki Hitsuji ni Yoru Bansankai sorti en single dans le courant de l'année 2010. On termine avec Trildan et au moment où je prononce ces mots, je n'en sais toujours pas plus que la dernière fois, mais peut-être qu'au moment où vous entendez ces mots, eh bien vous savez déjà tout sur leur CD plus DVD. Donc j'espère pouvoir quand même vous donner plus d'infos la prochaine fois. Le pick-up, donc le single est sélectionné parmi les sorties de la semaine avec un coup de cœur comme j'en ai pas eu depuis super longtemps. Il s'agit de For You de Lee Fu. Alors Lee Fu, découverte en 2004 avec le générique de l'anime Bleach, et depuis elle a énormément évolué puisque c'est vraiment une artiste puisqu'aujourd'hui elle est même peintre. Et là son dernier single donc For You, c'est une merveilleuse chanson d'amour dans laquelle on redécouvre une Lee Fu complètement différente, très pétillante, très joyeuse. Et j'avoue que cette chanson a quelque chose, je sais pas moi, ça me prend au cœur quoi, ça me fait des petits papillons dans le cœur. Voilà, c'est exactement les mots que j'avais écrits. Et donc il se trouve que la chanson For You est aussi l'ending de l'anime Horo Musco dont j'adore le manga. Et la lumière s'éteint, mais je ne m'arrête pas parce que je suis comme ça, je suis folle. Si tu peux rallumer la lumière à un moment donné. Et le single est donc sorti en 2 éditions, une simple et une édition limitée.
Nous passons maintenant au My Boom. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qu'est-ce qu'il m'a aidé pour autant, puisqu'en fait, c'est mon cadreur intérimaire en ce moment au Japon. Mathieu, quel est ton My Boom? Alors mon My Boom, c'est Karedayo de YMCK. Alors j'aime bien YMCK parce que ça mélange blues, jazz et chiptune, trois genres que j'affectionne beaucoup. Et Karedayo justement reprend tous ces styles-là d'une façon très dynamique, c'est-à-dire que dès le début la batterie commence très fort. Donc le matin c'est super pour se réveiller, ça donne du peps. Et ça parle de curry. Donc ça fait partie de l'album Family Cooking qui parle essentiellement de nourriture. Donc ceux qui vivent au Japon comprendront qu'ici on parle beaucoup de nourriture. Et une chanson qui parle de kare dès le matin, moi j'adore. Donc voilà. Mon My Boom, c'est Karedayo. Ça y est, c'est la fin de l'émission. Il est temps maintenant de parler des nouveautés qui entrent en rotation sur nos lives juste après le J-Top samedi soir. Et cette semaine, entre autres, nous aurons Kimonos avec Almost Human. Il y aura également Policeman avec, oh mon dieu, Gal O Sengen, ainsi que Triceratops avec Looney's Anthem. Il y aura aussi Tsuchiya Anna avec son super clip Crazy World featuring Ai, ainsi que ce groupe, je ne le connais pas mais j'adore son nom, Usotsuki Barbie. Avec le clip Dororo Donking. Il y aura également le clip du HP pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de No Life. Et enfin, il y aura Homemade Kazoku avec Nukumori, donc encore une magnifique chanson d'amour. Et Homemade Kazoku que personnellement j'ai découvert avec l'anime Bleach. Donc voilà quoi, c'était un peu l'émission sous le signe de Bleach avec Riefu et cette fois-ci Homemade Kazoku. Et je voulais quand même vous dire que cette émission, comme elle a été tournée dans un bar un peu spécial, il y avait des fois les lumières qui s'éteignaient et tout, du coup on a fait un éclairage différent à chaque fois que vous me voyez. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je tenais à le préciser. Voilà, pensez à voter pour le J-Top. On se retrouve la semaine prochaine. D'ailleurs, cette semaine, le J-Top sera présenté par Anne-chan, si je ne me trompe. Bien cher geek, bien chère geekette, merci d'avoir suivi Benoît et les inclouables. C'est vrai que jusqu'à présent, j'ai pas cloué grand monde, mais j'ai peut-être encore une petite chance, puisque nous recevons à présent Monsieur Sébastien Ruchet. Bonjour Benoît. Bonjour Ça Sébastien. Tu vois, en pleine forme, même si j'ai cloué personne pour l'instant. Mais je vais peut-être me rattraper, puisque je t'explique comment ça marche. J'ai un clou, j'ai un marteau, j'ai une question. Si tu ne réponds pas à la question, je te cloue. Ah. Bon, c'est une question très simple quand même pour toi. D'où vient l'expression No Life? Le mot No Life. Le mot No Life. Alors, le mot No Life, c'est une insulte qui est couramment utilisée dans les jeux en ligne. Quand quelqu'un est beaucoup plus fort que vous, vous vous sentez un peu humilié. Donc vous lui dites « Ah c'est normal, toi t'es plus fort, mais c'est parce que tu passes ta vie sur le jeu. Tu ne sors pas, tu n'as pas de vie sociale, tu n'as pas de vie, tu es un No Life. » Voilà. D'accord. Bon, effectivement, c'est la bonne réponse. Merci beaucoup, Président, pour cette bonne réponse. Avec plaisir. Je regrette de ne pas avoir pu vous clouer, mais... Peut-être une prochaine fois. On va faire des bisous et peut-être que j'ai Mehdi là-bas au fond. Mehdi, tu sais d'où ça vient, Rox du Poney? Putain, mais t'es con! Je sais d'où ça vient, Rox du Poney! Rox c'est Rocky et Poney l'animal! T'en veux un autre, hein?